Bonjour, je m'appelle Anthony Boccaletti, je suis directeur de recherche à l'Observatoire de Paris, dans un laboratoire qui s'appelle le LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Et donc je vais parler un petit peu de l'état des connaissances actuelles sur les exoplanètes et sur les systèmes exoplanétaires de façon générale. Alors avant de se poser la question de savoir ce qu'est une exoplanète, on va un petit peu parler de ce qu'est une planète. Le mot planète vient du grec planétes, qui en grec veut dire astre errant. Et en fait, les Grecs avaient déjà repéré dans l'Antiquité qu'il y avait des astres en fait sur le ciel qui se déplaçaient par rapport aux autres étoiles sur une ligne qu'on appelle le plan de l'écliptique. Et donc c'est pour cette raison qu'ils ont appelé ça astre errant. Alors pendant très longtemps, en fait, on n'a pas eu d'autre définition que ça du mot planète, ce qui peut paraître un petit peu bizarre. Il a fallu attendre, en réalité, les années 2006 pour avoir cette définition qui vient de l'Union internationale astronomique qui définit donc ce que c'est qu'une planète. Alors une planète, c'est tout d'abord quelque chose qui est un astre qui est en orbite autour du Soleil, qui aussi a une masse suffisante pour avoir une forme sphérique, c'est-à-dire qu'en fait on a une sorte d'équilibre entre la gravité qui a tendance à concentrer la masse et la pression, et on appelle ça un équilibre hydrostatique. Et une planète, c'est aussi un objet qui domine gravitationnellement son orbite, c'est-à-dire qu'en fait elle a fait la place autour d'elle, il n'y a pas d'autres corps de la même masse autour d'elle. Ce n'est pas non plus un satellite d'une autre planète. Et tous les autres objets qui peuvent ressembler à des planètes sont maintenant appelés des petits corps ou des planètes naines. Et en fait, cette définition elle vient du fait que on a commencé à découvrir en fait des objets au-delà de l'orbite de Pluton, qui étaient de la même taille que Pluton, qui ressemblaient à Pluton, et on a décidé, au lieu d'augmenter en fait le nombre de planètes, de réduire la définition du terme planète. Et maintenant, par exemple, dans les manuels scolaires, le système solaire ne comprend que 8 planètes, alors qu'à une certaine époque, il y en avait 9. Pluton, en fait, n'est plus considéré comme une planète. Alors ça peut paraître un petit peu étrange, surtout quand on compare, par exemple, Mars et Pluton. Et Pluton, en fait, a été visité par une sonde spatiale en 2015. Et on a pu prendre donc des images extrêmement précises de la surface de Pluton, et notamment voir par exemple que Pluton avait une activité géologique, c'est-à-dire qu'il y avait des mouvements de terrain à la surface de Pluton. On a également une atmosphère sur Pluton, ce qui peut sembler aussi un petit peu bizarre, malgré que ça soit une très petite planète. Alors là, j'ai fait un peu exprès de mettre Mars et Pluton à la même échelle. Évidemment, Mars est plus grande que Pluton. Mais juste pour montrer finalement que c'est assez difficile de définir vraiment qu'est-ce qu'une planète, parce que quand on regarde vraiment la surface d'une planète, eh bien, c'est pas toujours simple de dire c'est pas une planète. Bon, aujourd'hui, on a cette définition qui nous indique en fait qu'est-ce qu'est une planète dans notre système solaire. Alors ça, c'est valable pour le système solaire. Alors je vais un petit peu vite passer sur quelques définitions, parce qu'on va utiliser quelques termes un peu dans la suite, surtout au niveau des distances, des masses et des rayons des objets dont on va parler. Donc évidemment les distances dans le système solaire sont très grandes, donc on pourrait parler en millions de kilomètres, mais ça devient un peu compliqué. Et donc on utilise pour ça en fait une unité qu'on appelle l'unité astronomique, qui est tout simplement la distance entre la Terre et le Soleil, qui vaut 150 millions de kilomètres. Et toutes les distances des planètes, on va les donner en unités astronomiques. Donc la Terre est évidemment à une unité astronomique, et si on prend par exemple Jupiter, elle va se trouver à 5 unités astronomiques, donc 5 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Quand on parle par contre, quand on sort du système solaire et qu'on va parler des distances entre les étoiles, alors là on ne parle plus en unités astronomiques et encore moins en millions de kilomètres, on va utiliser une unité qu'on appelle soit l'année-lumière, soit le parsec. Alors l'année-lumière, c'est une distance qui est parcourue par la lumière à un an, et ça vaut à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Donc ça commence à faire assez loin, et la plus proche des étoiles est à 4 années-lumière. Donc voilà, ça fixe un petit peu les idées de l'échelle du système solaire par rapport à l'échelle de l'environnement local du Soleil. Et évidemment, les étoiles sont encore plus loin que la plus proche des étoiles qu'on connaisse. Ensuite, quelques idées sur la masse des planètes dont on va parler. Alors là aussi, pareil, on ne va pas parler en kilogrammes, parce que ça fait des gros chiffres. On va se référer à un objet qu'on connaît bien, par exemple Jupiter ou alors la Terre. Donc on va par exemple donner les masses de planètes en masse de Jupiter. Et la masse de Jupiter, c'est à peu près 1000 fois plus petit que la masse du Soleil, pour donner une idée. Et c'est aussi 300 fois plus grand que la masse de la Terre, 318 fois la masse de la Terre.
Pareil, quand on va parler de la taille des planètes, on va aussi se référer aux planètes qu'on connaît, donc Jupiter ou la Terre. Et il faut savoir que donc Jupiter a un diamètre qui est à peu près 10 fois plus petit que le diamètre du Soleil et qui est 11 fois plus grand que le diamètre de la Terre. Donc ça fixe un peu des idées et voilà, ça nous permet de définir des unités qui sont beaucoup plus pratiques à utiliser. Donc le système solaire, voilà un petit peu une représentation. Alors là, les planètes sont à l'échelle en taille, mais ne sont pas à l'échelle en distance, hein. Il faudrait étirer cette image pour avoir vraiment l'échelle en taille. Mais ce qu'on remarque dans le système solaire, c'est qu'il y a deux zones. Proche du Soleil, il y a des planètes qu'on appelle les planètes telluriques, qui sont des planètes rocheuses. Et plus loin du Soleil, il y a des planètes qu'on appelle les planètes géantes, qui sont des planètes gazeuses. Et puis au-delà, on a des petits corps. Et ça, c'est donc la vision de notre système solaire. Et pendant très longtemps, on n'a eu que ça, en fait, comme connaissance des systèmes planétaires. Et il a fallu donc attendre de découvrir les premières exoplanètes pour vraiment savoir si notre système solaire avait une particularité par rapport à ce que la nature était capable de produire dans l'univers en termes de système exoplanétaire. Donc qu'est-ce qu'une exoplanète? Eh bien, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile, donc une autre étoile que le Soleil. Et donc là aussi, on peut s'intéresser à la masse des planètes et essayer d'avoir une définition de ce que c'est qu'une planète, non pas par rapport à la définition dont on a parlé au début, qui est basée sur le système solaire, mais vraiment une définition basée sur la masse. Et là, on voit un graphique en fait qui nous montre la masse d'objets qui varie donc de la masse des planètes telluriques, donc quelquefois la masse de la Terre, jusqu'à des étoiles qui font plusieurs fois la masse du Soleil. Et on voit donc qu'il y a des planètes qui sont soit telluriques, soit gazeuses. Les gazeuses sont plus lourdes que les telluriques. Et puis entre les planètes gazeuses et les étoiles, il y a une autre catégorie d'étoiles qu'on appelle des naines brunes, qui ont des masses entre 13 fois la masse de Jupiter et 80 fois la masse de Jupiter. La différence entre les deux, c'est qu'une planète n'est pas capable d'entretenir à l'intérieur des réactions thermonucléaires, alors qu'une étoile, elle, va avoir des réactions nucléaires et donc elle va briller d'elle-même. Elle va émettre de la lumière grâce aux réactions nucléaires qui se passent en fait au centre de l'étoile. Et on voit que cette limite qu'on a fixée ici entre la masse et les planètes, et qui vient d'un certain nombre de calculs que je ne vais pas détailler, est de l'ordre de 13 fois la masse de Jupiter. Donc c'est quand même quelque chose d'assez gros par rapport à Jupiter. Et si on regarde un petit peu plus précisément cette frontière, en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas très nette, parce qu'on a découvert des planètes comme celle qui s'appelle Corexo 3b, donc une exoplanète qui tourne autour d'une autre étoile. Eh bien cette planète, elle a une masse de 21 fois la masse de Jupiter, donc elle est un peu plus lourde que cette fameuse limite qui est à 13 fois la masse de Jupiter. Et inversement, on connaît aussi des étoiles qui sont extrêmement froides, elles ont une température de 370 Kelvin, donc presque la température, un peu plus chaud que la température de la Terre, on va dire, et qui ont des masses de l'ordre de 6 à 15 fois la masse de Jupiter. Alors on ne connaît pas très bien, très précisément la masse de cette étoile, mais on voit que elle se situe justement vraiment très près de cette limite. Donc définir ce qu'est une planète ou une exoplanète à partir de sa masse, ça donne une idée, mais ce n'est pas une définition qui est parfaite. Alors donc pourquoi on va essayer d'étudier ces exoplanètes? Parce qu'on veut comprendre les systèmes planétaires. Hein. Longtemps, on a eu uniquement le système solaire pour comprendre comment les systèmes se formaient, et donc c'était évidemment insuffisant. Donc on veut connaître quel type de planètes existent dans l'univers autour d'autres étoiles, quelles sont leurs caractéristiques en taille, en masse, en atmosphère, etc. On veut aussi surtout savoir comment se forment ces planètes, par quels mécanismes, et comment elles vont évoluer au cours du temps. Et puis on va aussi s'intéresser à un point qui est important dans la compréhension des exoplanètes, parce que c'est un peu une sorte de but ultime, c'est de savoir si la vie peut apparaître ailleurs dans l'univers. Alors aujourd'hui je ne parlerai pas du tout de ce point, hein, parce que c'est quelque chose d'assez ambitieux et un peu dans la perspective de cette recherche, mais on a peu d'éléments encore pour pouvoir discuter de ce point-là. Donc je vais surtout me concentrer sur les deux premiers points. Alors donc les planètes extrasolaires, on a commencé à les découvrir en 1995. On a ici un graphique qui nous montre le nombre de planètes découvertes chaque année. Donc on part de 1985 ici, donc on a a priori 0 planète jusqu'en 2018 à peu près. Bon, je n'ai pas tracé le graphique jusqu'à 2020, mais vous voyez qu'il y a une progression très rapide du nombre de planètes découvertes. C'est quasiment exponentiel ici. À partir de 1995, on a commencé à en découvrir une, puis deux, etc. Et puis on a fabriqué des missions spatiales ou des missions
ou des projets au sol qui étaient capables de découvrir des dizaines et puis des centaines, voire des milliers d'exoplanètes. Et aujourd'hui, on connaît à peu près 4400 exoplanètes autour du Soleil, c'est-à-dire autour d'autres étoiles, mais dans un environnement qui n'est pas très éloigné du Soleil. Sur ce schéma qui peut paraître un petit peu compliqué, mais je vais l'expliquer, on a tracé ici la masse des planètes en fonction de la date de découverte. Donc chaque colonne en fait est une année. Vous voyez que chaque point c'est une planète. Donc chaque année on découvre de plus en plus de planètes, c'est ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Mais surtout, on descend de plus en plus dans ce diagramme, c'est-à-dire qu'en fait on découvre des planètes de plus en plus petites ou de moins en moins massives, pardon. Et donc ça progresse très rapidement. Et en fait, si on compare les masses des planètes qu'on connaît par rapport à la masse de la Terre, on est capable déjà de découvrir des objets qui ont la masse de la Terre. Alors, ce n'est pas des analogues à la Terre au sens strict, parce que ces planètes ne se trouvent pas à la distance du Soleil qui correspond à la distance entre la Terre et le Soleil. Elles sont beaucoup plus près de leur étoile, mais malgré tout, ce sont des objets qui ressemblent, de par leur taille ou leur masse, à la Terre. Alors quand on parle d'exoplanètes, on parle aussi beaucoup de ce qu'on appelle l'habitabilité. Alors l'habitabilité, c'est une notion un petit peu particulière que je vais essayer d'expliquer. C'est la zone en fait autour d'une étoile où l'eau peut être liquide à la surface d'une planète. Alors pas n'importe quelle planète, il faut que ça soit une planète qui ressemble à la Terre. C'est-à-dire ce qu'on appelle déjà une planète tellurique, c'est-à-dire rocheuse, et puis qui est à peu près la masse de la Terre. Donc on voit ici sur ce graphique, là, sur ce schéma, pardon, on voit le Soleil qui est au milieu, qui est l'étoile jaune, et puis on voit les planètes de notre système solaire, donc on a ici Mercure, Vénus, la Terre, Mars, puis les planètes géantes, et on voit que la Terre se trouve dans cette zone bleue qu'on appelle la zone d'habitabilité, donc la zone où l'eau peut être liquide à la surface d'une planète, et donc toutes les autres planètes du système solaire ne sont pas dans cette zone. Donc sur Terre, effectivement, il y a de l'eau liquide à la surface. Pourquoi on cherche l'eau liquide? Parce que on sait que la vie sur Terre est apparue dans l'eau liquide. Donc il faut qu'il y ait un liquide, qu'il y ait un solvant pour que la vie apparaisse. Et donc trouver une planète extrasolaire dans cette zone d'habitabilité autour de cette étoile, ça ne garantit pas que la vie peut apparaître, mais c'est une possibilité, c'est en tout cas un signe de l'endroit où il faut chercher si on veut s'intéresser à découvrir des traces de vie. Par contre, ça c'est valable pour le Soleil, parce que le Soleil a une certaine température, donc à une certaine distance de ce Soleil, eh bien, on a de l'eau qui peut être liquide, mais évidemment, si on s'éloigne, l'eau va se condenser en glace, et si on se rapproche trop, l'eau va s'évaporer en vapeur. Donc en fonction en fait de la taille de l'étoile ou de sa luminosité, on voit ici plusieurs étoiles à gauche, donc des très brillantes qui se trouvent en haut, qui sont blanches, et des très froides qui se trouvent en bas, qui sont rouges, eh bien cette zone d'habitabilité, elle va se déplacer. Sur les étoiles plus petites, elle va être plus proche de l'étoile, parce que l'étoile est moins chaude, donc il faut se trouver plus près pour avoir de l'eau liquide. Par contre, une étoile très chaude, eh bien, il va falloir aller beaucoup plus loin pour trouver de l'eau liquide à la surface d'une planète. Alors, après vient la question de comment se forment les systèmes exoplanétaires, comment se forment les planètes, mais aussi les étoiles. En fait, c'est lié, bien sûr. Les planètes se forment en même temps que les étoiles. Alors, sans rentrer trop dans les détails, les planètes et les étoiles se forment dans ce qu'on appelle des nuages moléculaires, qui sont des nuages qui contiennent énormément d'hydrogène, mais aussi de la poussière, qui se trouvent dans les galaxies. On voit ici une image d'une galaxie avec des zones rouges, et toutes ces zones rouges, en fait, qui se trouvent dans les bras spiraux de la galaxie. Alors, tout ce qu'on voit ici, ce sont des étoiles, hein. On a l'impression que c'est du gaz, des nuages, mais ce sont des étoiles qui sont tellement loin qu'on n'arrive pas à les distinguer. Les bras spiraux d'une galaxie contiennent des étoiles, et ces zones rouges, en fait, sont des nuages de gaz. Et ces nuages de gaz vont à un moment donné s'effondrer sur eux-mêmes, former ce qu'on appelle des nuages opaques. Ici, on en voit un. Et sur le bord de ce nuage ici, là, à cet endroit-là, on voit un objet très brillant. C'est une étoile qui est en train de se former avec des éjections de matière autour de cette étoile. Et il y a aussi une concentration de la matière et qui va former donc le système protoplanétaire, protostellaire. Alors, ici, je décris rapidement quelques étapes de la formation des planètes. On commence tout d'abord avec la formation d'un disque. Donc l'étoile s'est formée, hein, c'est le point qui est jaune à gauche du schéma. L'étoile vient de se former, donc c'est une boule de gaz très très chaude. Et tout autour, on a un disque qui s'est formé. C'est quelque chose qui est aplati, c'est pas une sphère. Ça s'est aplati pour des raisons physiques que je ne vais pas trop décrire ici.
ça s'est aplati et puis c'est un petit peu évasé quand on s'éloigne de l'étoile. Donc ce qu'on voit ici, c'est une coupe du disque. Au début, le gaz et la poussière sont mélangés, il n'y a pas de planète. Et puis au bout d'un certain temps, en quelques milliers d'années en fait, les poussières qui sont plus lourdes que le gaz vont tomber par gravité. Elles vont tomber, mais elles ne vont pas tomber parce que n'importe où, parce qu'on est dans l'univers quand même, on est dans l'espace. Elles vont tomber dans ce qu'on appelle le plan médian. Donc les poussières vont en fait sédimenter, elles vont se retrouver dans le plan médian autour de l'étoile. L'étoile tourne et le disque autour tourne également avec l'étoile. Et ça se passe en quelques milliers d'années. Et nos petites poussières qui au départ faisaient quelques microns vont grossir, elles vont s'accumuler et elles vont devenir des poussières un peu plus grosses de quelques centimètres. Et puis ces petites poussières, elles vont aussi continuer à s'agglutiner, à s'agglomérer. Et en quelques dizaines de milliers d'années, elles vont former les premiers cailloux qui vont eux aussi grossir et qui vont atteindre des tailles de plusieurs mètres, voire le kilomètre. Et donc on voit ici quelques cailloux qui se trouvent dans le nuage de gaz, enfin dans le disque de gaz. Alors ces cailloux, c'est vraiment, en fait, c'est le début, hein, c'est pas encore des planètes, c'est juste, ça ressemblerait un petit peu à des astéroïdes dans notre système solaire. Et donc ces cailloux, ils ont différentes tailles. Il y en a qui sont un peu petits, il y en a qui sont un peu plus gros. Et évidemment, les plus gros vont avaler les plus petits. Les plus petits vont en fait tomber par gravité sur les gros cailloux. Et les gros cailloux vont commencer à grossir et vont grossir de plus en plus. Plus ils sont gros, plus ils vont grossir rapidement, jusqu'à atteindre des tailles de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Et là, ce qu'on a appelé au début l'équilibre hydrostatique, l'équilibre entre la gravité et la pression, va faire en sorte que ces cailloux vont prendre des formes sphériques et on va former les premiers cœurs de planètes. Donc ici, c'est des roches qu'on a, hein, c'est vraiment des boules de roches qui sont vraiment les embryons des premières planètes, et ça prend à peu près de l'ordre d'une centaine de milliers d'années. Et puis quand certains de ces cœurs planétaires vont devenir suffisamment gros, certains vont atteindre plusieurs fois la masse de la Terre, jusqu'à 10 fois la masse de la Terre. Quand ils sont assez gros, ils vont pouvoir attirer du gaz. Donc le gaz qui se trouve dans ce disque va en fait ce qu'on appelle s'accréter sur ces planètes, sur ces cœurs de planètes. Il va vraiment tomber sur les planètes et ils vont former une énorme atmosphère autour de ces planètes, et ça c'est la formation de ce qu'on appelle les planètes géantes. Donc ici dans ce schéma vous avez un petit peu l'image du système solaire avec très près de l'étoile les planètes rocheuses, et puis un peu plus loin de l'étoile les planètes gazeuses. Et donc ces planètes gazeuses ici dans ce schéma, elles ont en leur cœur une planète tellurique en fait. C'est un petit peu comme si dans Jupiter, vous imaginez qu'il y a au sein de Jupiter quelque chose qui ressemble à la Terre, qui a à peu près la masse de la Terre, voire même un peu plus gros que la Terre. Et ça prend plusieurs millions d'années en fait. Et puis donc lorsque tout ce gaz en fait a formé des planètes géantes et que l'étoile a aussi dissipé ce gaz, on a à la fin, il reste un système planétaire tel qu'on le connaît, par exemple le système solaire. Donc ça c'est un schéma qui a été basé sur le système solaire. Je ne vous cache pas qu'en fait dans chacune de ces étapes il y a énormément de travaux théoriques et observationnels ici pour essayer de comprendre comment par exemple on arrive à faire grossir des poussières de quelques microns à quelques centimètres, et plus dur encore comment on arrive à passer de quelques mètres à quelques kilomètres. C'est encore des étapes qu'on a du mal à comprendre. Alors la première des exoplanètes, elle s'appelle 51 Pégase B. Donc 51 Pégase c'est le nom de l'étoile, et on rajoute une petite lettre, en commençant par un petit b, pour la première planète qu'on découvre autour de cette étoile. Si on en découvrait une deuxième, elle s'appellerait petit c, puis petit d, puis etc. Donc là, vous avez une image du télescope 193, donc il fait à peu près 2 mètres de diamètre. Hein. C'est un ancien télescope, il date des années 50, il a été construit après la guerre. Donc on pourrait imaginer que c'est un vieux télescope, il se trouve à l'Observatoire de Haute-Provence. C'est vrai que c'est un vieux télescope, mais derrière ce télescope, il y a des chercheurs qui ont placé un instrument qui s'appelle un spectrographe, et qui lui ne date pas de 1950, qui est beaucoup plus évolué, beaucoup plus précis, et qui a permis de mettre en évidence la première exoplanète. Alors voilà à quoi ressemble en fait la première exoplanète. Vous allez me dire, c'est pas vraiment ce qu'on attendait, on attendait une image d'une planète à côté de son étoile. Eh bien en fait voilà ce qu'on a mesuré, et je vais un petit peu expliquer après ce que vraiment veut dire ce schéma. Alors pour vous, pour l'instant, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais vous voyez que les deux personnes qui ont découvert cette exoplanète et qui ont reçu le prix Nobel ensuite, les Suisses Michel Mayer et Didier Queloz, ils étaient très heureux d'avoir découvert cet objet, parce que c'était vraiment la première exoplanète qu'on ait vraiment vue au sens d'un astronome, c'est-à-dire nous on a vu ça. On n'a pas vu l'image d'une planète. Et en plus, cette nouvelle planète a ouvert un champ qu'on ne connaissait pas du tout, parce qu'elle
elle est d'une classe, d'un type qui n'existe pas du tout dans le système solaire. En fait, c'est une planète qui a à peu près la taille de Jupiter, mais au lieu de se trouver à 5 fois la distance entre la Terre et le Soleil, comme Jupiter dans notre système solaire, donc 5 unités astronomiques, elle se trouve à 0,05 unités astronomiques. Vous imaginez dans notre système solaire, vous prenez Jupiter et vous la rapprochez vers le Soleil d'un facteur 100. Donc évidemment, elle va devenir très très chaude, et il n'y a pas de planète de la taille de Jupiter dans notre système solaire. Donc ça, c'est vraiment, on a la première découverte, déjà c'est la première exoplanète, mais en plus, ça montre qu'il peut exister des planètes qu'on n'avait absolument pas soupçonnées avant, en se basant juste sur les études du système solaire. Donc aujourd'hui, on en connaît plus de 4000, qui sont distribués dans plus de 3000 systèmes. Ça veut dire qu'il y a des systèmes qui sont multiples, donc il y a plusieurs planètes. Et ce schéma, qui est aussi un petit peu compliqué, montre en fait la masse des planètes en ordonnée par rapport à leur distance à l'étoile. Et chaque couleur correspond à une méthode de détection. Je vais en présenter quelques-unes par la suite. Et donc là, vous avez une échelle. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont fait des études scientifiques, vous verrez que cette échelle est en logarithme. C'est-à-dire, à chaque fois que je me déplace d'un cran, en fait, il y a un facteur 10. Là, ici, on a 10 unités astronomiques. Là, on a 100 unités astronomiques. Et là, on a 1000 unités astronomiques. Et ce qu'on voit, c'est que la majorité des planètes qu'on connaît, qui se trouvent ici, là, si vous voyez mon curseur, toutes ces planètes se situent vers à peu près 0,1 unité astronomique. La Terre se trouve à 1 unité astronomique. Dans ce schéma, les points noirs qu'on voit ici, ce sont les planètes de notre système solaire. Donc vous avez la Terre, vous avez Vénus, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ici. Et donc toutes les planètes qu'on connaît ici ne sont pas vraiment du même type que la Terre. On connaît des planètes qui ont la masse de la Terre, mais qui ne se trouvent pas à la distance de la Terre. Donc la majorité des planètes qu'on connaît se trouvent vraiment très près de leur étoile. On en connaît quelques-unes qui sont très très loin, mais comme vous voyez ici, elles ont une masse de l'ordre de 10 fois la masse de Jupiter. Donc ce sont des super Jupiter. Là aussi, ce sont des planètes qui n'existent pas dans notre système solaire. Alors, pour détecter ces planètes, il y a plusieurs méthodes. Et la première famille de méthodes dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle les méthodes indirectes. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir directement la planète, mais on va voir l'effet que la planète produit sur son étoile. Et donc, on utilise en particulier un phénomène physique extrêmement simple qu'on appelle le centre de gravité ou le centre de masse. Donc vous avez ici par exemple le Soleil qui est représenté et une planète, et en réalité ces deux objets ne vont pas tourner autour de l'étoile centrale, elles vont tourner autour de un point qu'on appelle le centre de masse. Et ce centre de masse là, il a été un peu exagéré, il a été dessiné en dehors de l'étoile, mais en réalité il est très près du centre de l'étoile, mais pas tout à fait au centre de l'étoile. Ce qui fait que l'étoile va, comme on va le voir sur ce schéma, va faire un petit mouvement en fait, mais assez rapide, autour de ce point qui est le centre de masse. La planète est extrêmement faible, on n'arrive pas à capter sa luminosité, donc on ne peut pas mesurer sa présence. Par contre, l'étoile, elle est brillante, c'est quelque chose qui émet beaucoup de lumière. Donc on va pouvoir mesurer sa lumière et en faire en fait une analyse qu'on appelle spectroscopique et mesurer en fait ce déplacement. Donc voilà ce que c'est qu'une méthode indirecte. C'est vraiment mesurer le déplacement de l'étoile dans l'espace. Il faut imaginer que en fait, les étoiles qu'on voit dans le ciel, elles se déplacent légèrement si elles ont des planètes autour d'elles, donc qui imposent un mouvement de rotation. Et donc à partir de ces mouvements, on va être capable de déterminer l'ensemble des paramètres de l'orbite de cette planète. Alors, je vais faire une analogie avec quelque chose qu'on connaît tous, qui est ce qu'on appelle en physique l'effet Doppler, que vous avez sûrement tous constaté lorsqu'une voiture, par exemple, est à l'arrêt et qu'elle émet un son. On a un certain son à une certaine fréquence, on entend un son. Elle est à l'arrêt et en fait, toutes les ondes qui sont émises, les ondes sonores qui sont émises à partir de cette voiture, s'éloignent de façon homogène par rapport à la voiture. Mais dès que cette voiture est en mouvement, en fait, elle émet des ondes, elle continue à émettre des ondes, mais en plus, elle se déplace en même temps qu'elle émet des ondes. Et donc, on a une compression ici des ondes, et là une dilatation des ondes. Ce qui va se passer, c'est qu'ici le son va devenir plus aigu, et ici il va devenir plus grave. Et c'est exactement ce qu'on entend quand on entend passer une sirène, on l'entend approcher de nous, les pompiers arrivent, c'est aigu, et puis quand le camion de pompiers va s'éloigner, on va entendre un son grave. Il faut imaginer que la lumière, c'est une onde exactement comme le son, qui se propage en 3 dimensions, et donc on peut aussi utiliser ce principe-là pour voir une étoile s'approcher de nous ou s'éloigner de nous. Et si elle s'approche et elle s'éloigne de façon périodique, ça veut dire qu'elle se déplace autour d'un point. Et donc, c'est ce qu'on va faire en fait. On va utiliser cet effet qu'on appelle l'effet Doppler
FISO appliqué à la lumière. Lorsqu'une étoile s'approche de nous parce qu'elle tourne autour d'un point qui est le centre de masse du système entre l'étoile et la planète, cette étoile va s'approcher, sa couleur va devenir légèrement bleue. Alors, ce n'est pas perceptible à l'œil, hein, il faut un instrument bien particulier pour ça. Et lorsqu'elle s'éloigne, eh bien, elle va avoir tendance à se décaler vers le rouge. Et donc, elle va avoir un mouvement périodique. De temps en temps, elle se décale vers le bleu, de temps en temps, elle se décale vers le rouge. Et cette mesure de variation, en fait, cette mesure de couleur, va nous permettre de mesurer ce qu'on appelle, ici une équation que je ne vais pas décrire, mais qui nous permet de mesurer ce qu'on appelle la vitesse radiale. C'est en fait la vitesse de l'étoile le long de la ligne de visée. Donc vous êtes observateur sur Terre, vous avez un télescope, vous pointez votre étoile, et vous la voyez de temps en temps s'approcher de vous et s'éloigner de vous. Et vous pouvez mesurer cette vitesse, grâce à un instrument qu'on appelle un spectrographe. Et en fait, cette variation de vitesse est liée à la masse de la planète. Donc en mesurant la vitesse d'une étoile, on est capable de mesurer la masse de la planète qui tourne autour de cette étoile sans avoir vu la planète. Et donc pour donner une idée, Jupiter par exemple, qui donc tourne autour du Soleil, et donc le Soleil tourne autour du centre de masse du système Jupiter-Soleil, va influencer le Soleil d'une vitesse qui est de l'ordre de 12 mètres par seconde. Donc l'étoile, le Soleil, tourne autour d'un point à une vitesse de 12 mètres par seconde parce que Jupiter tourne autour de lui avec une certaine période, mais à une vitesse identique. La Terre, elle crée une variation de vitesse de l'ordre de 9 cm par seconde, donc c'est beaucoup plus petit que Jupiter. Et donc quand on va être capable de mesurer la vitesse d'une étoile, évidemment ça sera plus facile de mesurer la vitesse d'une étoile si elle est élevée que si elle est faible. Donc on va avoir tendance à détecter des planètes beaucoup plus lourdes que la Terre. Voilà ici deux exemples de planètes qui ont été découvertes, et vous voyez donc ces schémas ici, comme on en a vu au départ, qui en fait donnent la variation de la vitesse. Alors vous voyez ce signal sinusoïdal en fait, qui correspond à une orbite circulaire et à un signal périodique. Chaque point est une mesure de la vitesse de l'étoile, et quand on voit apparaître cette sinusoïde, ça veut dire que l'étoile tourne périodiquement autour d'un point, donc qu'il y a une planète autour. Donc ici, par exemple, on a mis en évidence une planète de plus de 6 fois la masse de Jupiter, qui tourne autour de son étoile en 117 jours. Et puis ici, en dessous, une planète qui fait quelques fois la masse de la Terre, 4 masses de la Terre, mais qui, elle, tourne en 4 jours autour de la Terre, autour du Soleil, de son étoile. Donc il faut replacer ça dans le système solaire. Par exemple, notre Terre, elle tourne autour de son étoile en 365 jours. Donc ici, c'est un objet qui a presque la masse de la Terre, mais qui n'a pas du tout la même durée de l'année autour de cette étoile. Donc ce n'est pas un analogue à la Terre. Une des planètes les plus petites qu'on ait découvertes et les plus intéressantes, c'est les planètes Proxima b. Donc on voit à nouveau apparaître ce signal de variation de la vitesse de l'étoile. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a découverte autour d'une étoile qui s'appelle Proxima, qui est très proche de nous. En fait, c'est l'étoile la plus proche de nous. Et en plus, elle ressemble au Soleil. Elle a à peu près la masse du Soleil. Et cette planète a à peu près une fois la masse de la Terre, 1,3 fois la masse de la Terre. Mais encore une fois, elle n'a pas la période de la Terre, elle ne se trouve pas à la même distance par rapport à son étoile. Elle a une année qui dure seulement 11 jours, parce qu'elle se situe à 0,05 unités astronomiques, au lieu de 1 unité astronomique pour la Terre. Donc voilà, ici c'est juste, quand vous voyez ça dans les journaux ou dans les médias, hein, c'est une représentation. On n'a pas été capable de voir Proxima b, hein, cette planète, on a juste été capable de voir ce signal, mais on en a déduit qu'elle était 30% plus grosse que la Terre. Et donc ces mesures, on les fait avec des spectrographes qui sont installés. Alors presque tous les télescopes ont des spectrographes à très haute précision. Ici on a les télescopes qu'on appelle le Very Large Telescope. Il y a 4 télescopes qui peut atteindre une précision de 10 cm par seconde, c'est-à-dire à peu près la vitesse de la Terre autour du Soleil. Et ici on a un autre exemple qui s'appelle le télescope Canada-France-Hawaï, qui est installé à Hawaï et qui lui a une précision de 1 mètre par seconde. C'est à peu près le type de précision qu'on va atteindre avec ces instruments. Une deuxième technique de détection qu'on appelle les transits, c'est lorsque une planète va passer devant son étoile et va créer une petite diminution de la lumière de l'étoile. Ici, c'est une image du Soleil où Vénus passe devant, c'est observé depuis la Terre, hein, depuis le sol. Donc ça n'arrive pas tout le temps, hein, c'est très rare comme phénomène, mais de temps en temps, Vénus passe devant le Soleil, et donc on voit l'ombre de Vénus projetée sur la surface du Soleil. Lorsque Vénus va passer devant le Soleil, elle va légèrement réduire la lumière du Soleil. Pas beaucoup, une petite fraction, quelques pourcents, voire quelques pouillèmes de pourcents en fait, une variation très petite. Mais si une plus grosse planète passe devant son étoile, elle va créer une variation de la lumière qui est encore plus grande. Et ça, on va pouvoir le mesurer.
Donc vous avez ici une animation qui montre un petit peu ce qui se passe lorsqu'une planète, passe devant la surface de son étoile. On ne voit pas la planète encore une fois, mais on est juste sensible au fait qu'elle projette une ombre sur l'étoile et qu'elle va diminuer la luminosité de l'étoile. Et ici, ce qu'on voit sur le schéma, c'est la luminosité de l'étoile au cours du temps, au moment où la planète passe devant, qui crée donc une petite diminution de l'intensité. Et la profondeur de cette diminution d'intensité, c'est exactement en fait le rayon de la planète. Parce que c'est lié à la surface de la planète qui passe devant l'étoile. Et donc la quantité de lumière qu'on enlève ici, c'est la surface de la planète par rapport à la surface de l'étoile. Donc si on est capable de mesurer la surface, ou plutôt l'intensité, on est capable de mesurer la surface et donc le rayon de la planète. Donc on a deux techniques, l'une qui permet de mesurer la masse, l'autre qui permet de mesurer le rayon. Dans certains cas, on est capable de faire les deux mesures sur la même planète, et donc en ayant la masse et le rayon, on peut aussi mesurer ce qu'on appelle la densité. Donc on peut savoir s'il s'agit d'une planète rocheuse, d'une planète gazeuse, ou même une variation de tout ça. On peut imaginer qu'on ait des planètes qui soient recouvertes d'un océan. Elles n'auront pas du tout la même densité que la Terre ou que Jupiter. Donc on peut faire des distinctions comme ça avec ces méthodes, en combinant les méthodes. Donc pour encore fixer un ordre de grandeur, Jupiter produit une variation de 1% de la lumière du Soleil, donc cette petite chute de lumière est de l'ordre d'1%. Par contre, la Terre, qui est beaucoup plus petite, si elle passe devant le Soleil, elle produit uniquement une variation de 0,1%. Ça, c'est très difficile à mesurer, et c'est très difficile à mesurer depuis le sol. Et donc, on va aller dans l'espace pour faire ces mesures. Et donc, voilà un exemple d'une mission qui s'appelle Kepler, la mission Kepler, qui est un télescope de 90 cm. Alors, ce n'est pas le premier télescope qui a permis de faire ces mesures. En fait, le premier télescope, la première mission spatiale qui a fait ces mesures, elle est européenne et même elle est plutôt française. Elle s'appelle COROT et elle a permis de mesurer, de détecter les premières planètes par transit. La différence, c'est que Kepler est un télescope plus gros et qu'il a détecté des milliers de planètes par cette technique. Alors le problème, c'est que lorsqu'une planète passe devant son étoile, en fait, c'est un phénomène assez rare. Ça ne se produit pas souvent, et il faut que l'orbite de la planète, par rapport à l'observateur, c'est-à-dire par rapport à l'astronome qui est sur Terre, ou par rapport au satellite, soit bien inclinée. Si l'inclinaison est comme ça, la planète va passer au-dessus ou en dessous de l'étoile, et donc elle ne va pas cacher l'étoile. Il faut vraiment que l'alignement du plan de rotation de la planète autour de son étoile soit aligné avec l'observateur. Donc c'est un phénomène assez rare. Quand on a un phénomène rare, en fait, mais qui peut se produire, en fait, pour essayer de détecter plein de planètes, il suffit d'observer plein d'étoiles. Et c'est le principe donc de ces missions. On voit ici la caméra du satellite, c'est une caméra, vous voyez, qui est à côté de l'homme qui est à côté, ça nous donne l'échelle. C'est une énorme caméra. En fait, elle a un champ sur le ciel qui est énorme. On voit ici la Voie lactée, avec des étoiles de la constellation du Cygne. Et donc ici, on a en fait plusieurs centaines de milliers d'étoiles qui sont observées en même temps. Donc même si la probabilité est extrêmement faible qu'une planète passe devant son étoile, comme on observe plein d'étoiles, on va quand même détecter des planètes. Et cette mission spatiale a pu détecter plusieurs milliers de planètes, plus de 2000 planètes confirmées, et encore au moins 2000 planètes qui ne sont pas encore confirmées, mais qui attendent d'être confirmées. Alors ça, c'est une petite animation qui montre, pas toutes, mais une bonne partie des systèmes exoplanétaires qui ont été découverts par Kepler. Donc ce qu'on voit ici, c'est une planète qui tourne autour de son étoile, et elles sont toutes mises à l'échelle. Donc vous voyez que tous ces systèmes ont des tailles différentes. Il y en a des petits, il y en a des grands, il y a des planètes grosses, il y a des planètes petites. Et donc Kepler a vraiment révolutionné la science des exoplanètes en détectant des milliers d'exoplanètes. Et en comparant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces mesures de transit qui nous donnent le rayon avec des mesures qui sont faites depuis le sol cette fois-ci, en mesurant la vitesse de ces étoiles, pour certaines, pas toutes, pas ces 2000 étoiles, mais une partie, on a pu déterminer la densité de ces planètes. Alors, donc c'est une technique qui est très productive, et donc il y a plein de missions spatiales qui sont lancées avec cet objectif de mesurer les transits. Donc on a par exemple la mission TESS, qui est une mission de la NASA qui a été lancée en 2018, qui est un petit télescope. On a la mission Khéops, qui est un télescope aussi de 30 cm qui a été lancé par les Européens, mené par la Suisse. Ça, c'était en 2019. Et la prochaine mission, vraiment mission d'envergure cette fois-ci, très grosse mission de l'Agence spatiale européenne, dans laquelle la France est aussi fortement impliquée, qui est donc le satellite Plateau, qui sera lancé probablement en 2026, alors peut-être un peu plus tard, parce que les missions spatiales ont toujours un peu tendance à dériver quand même.
ça sera peut-être plutôt 2028, qui est équipé en fait de plusieurs télescopes, il y a une vingtaine de télescopes ici, qui observent donc un grand champ sur le ciel, encore une fois pour augmenter la probabilité de détecter des planètes. Et l'objectif de cette mission Plateau est de détecter des analogues à la Terre, donc vraiment des planètes qui ont à peu près la taille de la Terre, mais qui ne se trouvent pas très très près de leur étoile, mais vraiment dans la zone qu'on a appelée la zone habitable au début de cette présentation. On veut vraiment essayer de détecter des analogues à notre planète Terre pour plus tard, si on a d'autres missions qui seront capables de le faire, essayer de rechercher évidemment des traces de vie. Donc on a appris énormément de choses sur les exoplanètes, et un point qui est important en fait, c'est qu'il n'y a pas une planète qui ressemble à une autre, on a une énorme diversité. On a détecté ce qu'on appelle des Jupiters chauds, j'en ai parlé au début, la première planète détectée, 51 Pégase, c'est une planète qui a la taille de Jupiter et qui se trouve à 5 centièmes d'unité astronomique, donc elle est très chaude, peut-être même que son atmosphère est en train de s'évaporer parce que l'étoile a un rayonnement très intense sur cette planète. On a aussi détecté ce qu'on appelle des super-terres, c'est-à-dire des planètes qui sont un peu plus grosses que la Terre. Celle-ci qui s'appelle Corot 7b, qui est la première super-terre détectée. Elle a été faite justement avec le satellite Corot, qui est le satellite français qui faisait des transits. Ça c'était en 2007-2009. Donc c'est une petite planète, mais qui tourne autour de son étoile en moins d'une journée terrestre. Donc bon, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans le système solaire, une fois de plus. On a aussi détecté ce qu'on appelle des mini-Neptunes. C'est des planètes qui ont à peu près la taille, qui ont un rayon qui est à peu près entre la taille de la Terre et 4 fois le rayon de la Terre. 4 fois le rayon de la Terre, en fait, c'est le rayon de Neptune. Et donc on voit ici sur ce schéma qu'il y a beaucoup de ces points-là qui se trouvent entre la taille de la Terre et la taille de Neptune. Ça, c'est un résultat du satellite Kepler. On a aussi obtenu des images, et je vais en parler un peu plus après, de ce qu'on appelle des super Jupiters, c'est-à-dire des planètes ici qui ont 5 fois la masse de Jupiter. Encore une fois, beaucoup plus gros que ce qu'on a dans le système solaire. La plus grosse des planètes géantes dans notre système solaire, c'est Jupiter, et donc elle a une fois la masse de Jupiter. Et on a aussi détecté quand même quelques planètes qu'on appelle habitables. Alors c'est un peu abusif comme terme, parce qu'on ne sait pas du tout si elles sont habitables. On devrait plutôt dire des planètes qui se trouvent dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Donc voilà ici un schéma ici de ce système qu'on appelle le système TRAPPIST 1, autour duquel en fait il y a 7 planètes. Et ces planètes, vous voyez ici une représentation, ce n'est pas des images bien sûr, par rapport à notre système solaire. Elles ont à peu près la taille de la Terre, voire même un peu plus petites de temps en temps que la taille de la Terre. Par contre, ce système, en fait, il est beaucoup plus petit que notre système solaire. Je ne sais pas si vous voyez les traits ici. En réalité, ce système solaire, il pourrait tenir à l'intérieur de notre système solaire, à l'intérieur de l'orbite de Mercure. L'ensemble de ce système est plus petit que l'orbite de Mercure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une étoile naine. Et c'est une étoile rouge, comme on le voit ici. Et cette étoile, en fait, est à peine plus grosse que notre planète Jupiter dans notre système solaire. C'est une petite étoile. Et donc, toutes les planètes autour de cette petite étoile orbitent très près. Et encore une fois, donc cette zone qui est verte ici, qu'on appelle la zone habitable, elle va se retrouver très très près de l'étoile. Alors, une question qui se pose maintenant, on a vu les techniques indirectes, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment les voir directement, ces planètes ? On voudrait pouvoir faire des images. Et là, cette image-là, en fait, c'est une image de la Terre. Alors, c'est une image de la Terre qui est prise de l'extérieur du système solaire par la sonde Voyager 1, dans les années 90. Et là, on a du mal à voir quelque chose. On voit surtout quelque chose de flou. On voit peut-être des traits, peut-être un point quelque part. Si j'augmente un petit peu le contraste, on commence à voir un point. Et ce point, c'est la Terre vue de l'extérieur du système solaire. Donc quand on parle de faire des images d'exoplanètes qui se trouvent autour d'autres étoiles, c'est-à-dire encore beaucoup plus loin que le système solaire, ça va être relativement compliqué d'une part, et puis surtout il ne faut pas s'imaginer qu'on va être capable de faire des images de la Terre comme ça, enfin d'autres planètes comme ça. Ce qu'on va voir, c'est des points. C'est uniquement des points, parce que ces objets sont très très éloignés de nous. Donc en aucun cas on sera capable, pour l'instant, de faire des images qui ressemblent à la Terre. On va faire des images de points. Alors ces points à côté, donc ces points qui sont des planètes qui se trouvent à côté d'autres étoiles, eh bien, ils sont beaucoup plus faibles que leur étoile. Et on prend souvent cette image d'un observateur ici qui se trouverait à Hawaï et qui observe un phare en Californie. Donc le phare, c'est l'étoile, il émet beaucoup de lumière. Et puis à côté, on a quelqu'un qui tient une bougie, et cette bougie, c'est la planète. Donc ça nous donne un petit peu les deux problématiques, en fait, quand on va vouloir faire des images. C'est que d'une part, le phare est beaucoup plus brillant que la bougie, l'étoile est beaucoup plus brillant que la planète. Et puis surtout, vu de très très loin, le Soleil, ici le phare et la bougie sont très très proches.
Donc il va falloir non seulement voir deux objets très très différents en intensité et deux objets qui sont très très près l'un de l'autre. En fait, quand on regarde les contrastes, c'est-à-dire le rapport d'intensité entre le Soleil et sa planète, dans notre système solaire, on a des contrastes de l'ordre de plusieurs milliards. C'est-à-dire la planète Terre, par exemple, elle est 10 milliards de fois plus faible en intensité que le Soleil, donc ça va être très difficile. On a des cas un peu particuliers de planètes qui sont plus jeunes et plus chaudes, on va revoir ça après, et qui sont moins brillantes que l'étoile, évidemment, mais seulement on va dire entre guillemets seulement, de quelques millions de fois moins brillantes que leur étoile. Alors, les planètes jeunes, c'est justement ça sur quoi on va se focaliser quand on fait de l'image des planètes. Pourquoi ? Parce que les planètes, lorsqu'elles se forment, on en a parlé un petit peu au début, on a des cailloux qui se forment, des boules, des sphères de roches, et puis le gaz s'accrète sur ces planètes, et cette formation, en fait, apporte énormément d'énergie. Le cœur de cette planète, c'est en fait du magma, c'est de la lave, donc c'est très chaud, ça fait plusieurs milliers de degrés, et lorsque le gaz tombe sur sa planète, il va apporter aussi une énergie, donc ces planètes sont très chaudes. Deuxième façon, en fait, de former des planètes, c'est lorsqu'on a du gaz qui tourne autour d'une étoile, eh bien on va voir de temps en temps apparaître ce qu'on appelle des fragmentations de gaz, et là on va voir apparaître sur cette image des petits points brillants, qui sont des planètes en train de se former. Ne se forment pas ces planètes de la même façon que celles d'en haut, on n'a pas de cœur solide au centre, mais on a du gaz. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces planètes sont très très chaudes, elles ont des températures de plusieurs milliers de degrés, quand elles ont seulement quelques millions d'années. Alors pour une planète, c'est très jeune, hein, quelques millions d'années. Mais bon, il faut replacer ça par rapport à l'âge d'un système exoplanétaire qui est de plusieurs milliards d'années. Eh bien, quand ces planètes sont chaudes, en fait, elles vont émettre de la lumière, et donc on va avoir plus de facilité à les détecter, à faire des images. Deuxième problème, c'est que l'étoile et la planète sont très très proches. Alors on va prendre un télescope, on va faire une image, mais en fait l'image d'un point, l'image d'une étoile, c'est pas un point. L'image d'une étoile, c'est ce qu'on appelle une tâche de diffraction. Alors là, il y a des propriétés physiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais quand on observe l'image d'une étoile au foyer d'un télescope, on n'obtient pas un point, on obtient ce genre d'image qui a une certaine taille. Et il faut imaginer qu'on va essayer de détecter autour de cette étoile des objets de luminosité différentes. Alors là, je me suis amusé à placer par exemple d'autres points, d'autres images de planètes cette fois-ci, qui sont plus ou moins brillants, et on voit que plus on réduit la luminosité, plus on a du mal à détecter ces planètes. En réalité, si on faisait la coupe de l'intensité de l'étoile dans l'image, on se rendrait compte que ça diminue, mais ça diminue pas jusqu'à une intensité très très faible. Et ici, on voit l'intensité des planètes qu'on essaye de détecter, des planètes comme la Terre, qui sont donc 1 à 10 milliards de fois plus faibles, et ça reste beaucoup moins brillant en fait que la luminosité de l'étoile. Donc on va essayer de trouver des techniques pour essayer de s'affranchir de ce problème. Un des problèmes majeurs qu'on a, c'est que la lumière qui provient d'une étoile traverse l'atmosphère de la Terre. Et lorsqu'on a la traversée de cette atmosphère, en fait, la lumière de l'étoile va être un peu distordue. On appelle ça la turbulence atmosphérique. Il va y avoir des cellules turbulentes dans l'atmosphère. L'atmosphère se déplace, ça bouge, il y a des variations de température, et donc les rayons lumineux dans l'atmosphère ne se propagent pas de la même façon que dans le vide, que dans l'espace. Et donc il va y avoir une déformation de la lumière, et dans le foyer d'un télescope, au lieu d'avoir une image qui ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure, ce petit point brillant qui est entouré d'anneaux, qu'on appelle la tâche de diffraction, on va avoir une explosion de cette image, et on va avoir en fait une sorte de tâche qui va varier très très vite, en quelques millisecondes, cette image devient très rapidement floue. Ce qui fait qu'au sol, en fait, si vous regardez vraiment la taille des images, que vous preniez un télescope de 10 cm ou un télescope de 10 mètres, la taille de l'étoile sera la même, à cause de cet effet de la turbulence atmosphérique. Alors construire un télescope de 10 mètres, ça a quand même un intérêt, parce qu'on prend plus de lumière, il y a un télescope de 10 mètres, donc c'est comme un entonnoir si vous voulez. Mais si on veut vraiment tirer parti de ces gros télescopes au sol, qui font 8 ou 10 mètres, il faut une autre technique. Il faut s'affranchir de ce problème de la turbulence. Et donc pour faire de ce qu'on appelle de l'imagerie à très haute dynamique, donc être capable de voir des objets très faibles à côté d'objets très brillants, il va falloir développer tout un tas de techniques en fait, qui permettent d'enlever la lumière de l'étoile. Si on veut voir une planète, il faut enlever la lumière de l'étoile. Donc on a plusieurs façons de procéder. Et le premier problème, donc, c'est cette fameuse turbulence atmosphérique qui crée des images d'étoiles qui sont très très floues. C'est ce qu'on voit ici par exemple sur ce schéma. Et on va utiliser une technique qu'on appelle l'optique adaptative. Alors l'optique adaptative, c'est un système avec un petit miroir, et derrière vous voyez toutes ces petites tiges ici, ce sont des moteurs
qui vont tirer ou pousser la surface du miroir. Alors en fait, il faut imaginer là, sur cette animation, que la surface qui arrive sur le miroir est complètement déformée en temps réel, ça varie très très vite, quelques millisecondes, ça se déforme, ça arrive sur le télescope, et il faut faire quelque chose pour essayer de corriger cette déformation. Donc on va envoyer cette déformation à un calculateur qui fait des mesures, et qui est capable donc de mesurer comment est déformée cette lumière, et qui va envoyer à ce petit miroir déformable, qui fait une vingtaine de centimètres, il faut comparer ça par rapport au gros télescope qui lui fait 10 mètres et qui est devant. On va imager la lumière du télescope sur cette surface, et lui il va être capable de se déformer, et le calculateur va envoyer à ce miroir déformable des commandes très rapides, à plusieurs kilohertz, pour le déformer. Et en le déformant, en fait, il va restaurer, on va dire, une lumière qui est quasi parfaite. Une image qui ressemble un petit peu à la tâche de diffraction qu'on avait. Donc vous voyez ici deux images, avant et après. Avant l'optique adaptative, après l'optique adaptative, on concentre la lumière de l'étoile. Donc ça, c'est très intéressant, évidemment, mais ce n'est pas suffisant, parce que l'étoile, on l'a restaurée, entre guillemets, on a restauré son image théorique, mais elle reste très brillante. Donc on va utiliser une autre technique qu'on appelle la coronographie, qui a été inventée par Bernard Liot à l'Observatoire de Meudon, dans les années 30. Et ce que voulait faire Bernard Liot, c'était observer la couronne du Soleil. Et donc on observait la couronne du Soleil à cette époque uniquement quand il y avait des éclipses de Soleil, c'est-à-dire lorsque la Lune passe devant le Soleil, cache la surface du Soleil, et qu'on peut voir cette couronne autour du Soleil. Et cette couronne, elle est très importante parce qu'elle nous informe sur le champ magnétique du Soleil, et c'est quelque chose d'important pour comprendre comment fonctionne le Soleil, comment fonctionne toute la physique du Soleil, l'intérieur du Soleil, etc. Donc on observe la couronne solaire pendant les éclipses à cette période, et les éclipses, il n'y en a pas partout, il faut se déplacer, il faut faire des voyages, il faut aller à droite à gauche sur la planète, et ça arrive une fois par an, une fois tous les 2 ans sur Terre, quelque part sur le globe, et donc les astronomes à cette époque se déplaçaient avec leurs instruments. Bernard Liot, il a eu l'idée en fait de reproduire ce mécanisme avec un système optique un peu particulier qu'on appelle le coronographe. Donc il a trouvé un moyen de cacher la surface du Soleil et de pouvoir observer la lumière qui était autour, donc la couronne du Soleil. Bien, en fait, les astronomes ont utilisé maintenant la même technique que Bernard Liot, donc ça date des années 30, mais c'est en fait une technique qu'on utilise encore. Alors elle a été améliorée, bien sûr, mais on l'utilise sur les télescopes les plus perfectionnés, et notamment dans cet instrument-là qui est ici, qui est cette grosse boîte noire qu'on voit à côté d'un télescope de 8 mètres, qui s'appelle l'instrument Sphère, et qui est donc installé au Chili sur le Very Large Telescope. Et on voit ici quelques images de planètes, enfin de systèmes exoplanétaires qui ont été obtenus avec cet instrument ou avec des instruments équivalents. Alors dans toutes ces images, en fait, l'étoile est au centre, et on ne la voit pas, en réalité, parce qu'on a utilisé des techniques soit optiques, soit numériques, pour s'affranchir de la lumière de l'étoile. Donc pour cacher l'étoile, en fait. Par exemple avec la coronographie. Et on voit apparaître autour des points comme celui-ci ou celui-là, on en voit ici 4 autour de cette étoile qui s'appelle HR 8799. Tous ces systèmes sont des systèmes jeunes qui ont entre 20 et 30 millions d'années, donc à l'échelle d'un système, c'est relativement jeune. Encore une fois, une étoile peut vivre plusieurs milliards d'années. Et on voit la masse de ces planètes qui ont été découvertes, ici, qui font plusieurs fois la masse de Jupiter. Ce sont ce qu'on appelle des super Jupiters. Donc des planètes qui sont très très lourdes. Et notamment celle-là qui est très intéressante parce qu'on voit qu'elle est entourée, l'étoile est entourée d'un disque, un disque de gaz et de poussière, ce qui veut dire que cette planète, en fait, elle est probablement encore en train de se former. La lumière qu'on voit ici est intéressante à analyser parce qu'elle nous renseigne sur la façon dont se forme cette planète. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chacun de ces systèmes qui a été détecté apporte des informations importantes. On voit ici par exemple le système Beta Pictoris. Alors encore une fois, l'étoile est au centre, je l'ai schématisé par une petite étoile. Et la planète, en fait, on voit qu'elle se déplace. Alors là, la particularité, c'est que l'orbite de la planète ici est perpendiculaire par rapport à notre axe de visée. Donc la planète se déplace un peu sur une ligne comme ça. Elle tourne en fait autour de l'étoile, mais nous, depuis la Terre, on la voit se déplacer sur une ligne. Ça aussi, c'est une planète qu'on peut appeler Super Jupiter, qui fait 10 fois la masse de Jupiter. Et c'est une des plus proches qu'on ait découvert de son étoile. Elle se trouve à 9 unités astronomiques. Donc encore une fois, pour fixer les idées, 9 unités astronomiques dans le système solaire, c'est la distance de Saturne par rapport au Soleil. Donc cette planète est 10 fois plus massive que Jupiter et se trouve à la même distance que Saturne dans un autre système solaire.
Alors à partir de la lumière qu'on va collecter, vous inquiétez pas, je ne vais pas décrire ces schémas, ce sont ce qu'on appelle des spectres. Et en fait, cette information-là est très importante pour mesurer par exemple la composition chimique. On voit ici, pour ceux qui connaissent un peu, des noms de molécules H2O, CH4, CO, c'est-à-dire de la vapeur d'eau, du méthane, du monoxyde de carbone, d'autres composés aussi. Toutes ces étoiles toutes ces planètes qu'on a observées, soit par imagerie, soit par d'autres techniques directes, c'est-à-dire dont on peut mesurer la lumière, nous renseignent en fait sur la composition chimique de ces atmosphères, qui ressemblent beaucoup aussi aux planètes du système solaire. Mais comme elles n'ont pas le même âge, qu'elles n'ont pas la même température, pas la même gravité, on observe des spectres quand même assez différents de celles des planètes du système solaire. Alors tout au début, j'ai parlé de ces disques qui étaient en fait les endroits où se forment les planètes. Et en fait, ces disques, on peut aussi les observer. Et l'avantage, c'est qu'on les observe avec les mêmes instruments que ceux qu'on utilise pour détecter directement des planètes. Donc les images que je vous ai montrées avant, qui ont été obtenues avec l'instrument sphère, ces images-là ont été aussi obtenues avec l'instrument sphère et représentent en fait des systèmes. Donc au centre de ces images, encore une fois, on a toujours l'étoile. Et on a toujours besoin de la cacher, cette étoile, parce qu'on veut voir toute la poussière qui se trouve autour, ou le gaz qui se trouve autour. Alors là, pour le coup, c'est que de la poussière qu'on observe. Et vous voyez des structures très particulières. On a, en haut à gauche, on a des spirales, on a aussi des anneaux, on a des ombres, on a plus ou moins des anneaux qui sont orientés de façon différente, des spirales qui sont vues avec des angles différents. Et en fait, ces structures-là qu'on observe, c'est pas n'importe quoi, c'est lié à la présence de planètes. Alors là, on ne voit pas ces planètes, on n'est pas capable de les imager parce qu'elles sont trop faibles, mais par contre, on voit l'effet qu'elles ont sur la poussière qui se trouve autour de l'étoile. Et ces planètes vont sculpter en fait le disque de poussière qui se trouve autour de l'étoile. Pour à nouveau faire une analogie, dans notre système solaire, on a une planète qui est entourée de poussière ou de petits cailloux ou de grains de glace qu'on appelle Saturne. Tout le monde connaît les anneaux de Saturne. Et ces anneaux de Saturne, quand on regarde de très près, on voit des sillons à l'intérieur. Bien, ces sillons sont formés en fait par des petits corps, des astéroïdes ou des petits satellites de Saturne qui tournent dans les anneaux et qui créent ces sillons. On a un peu le même phénomène ici, c'est-à-dire qu'on voit l'effet d'une planète sur le disque. Donc je vais finir en montrant quelques images, en parlant plutôt de quelques missions spatiales et de projets au sol qui vont aboutir très prochainement et qui vont être dédiés aux exoplanètes, en fait, à l'imagerie d'exoplanètes. On a d'abord le télescope James Webb qui va être lancé probablement cette année au mois d'octobre ou de novembre. C'est un télescope de 6 mètres, on le voit ici, ça c'est un dessin, ça c'est une image du télescope avec le miroir qui est replié. Alors c'est la première fois qu'on envoie un télescope qui se dépliera dans l'espace, on n'a jamais fait ça. Pourquoi on doit le plier en fait? Parce que sinon il ne rentre pas dans la coiffe de la fusée, donc il faut le replier. Et une fois qu'il va arriver sur son orbite, il va se déplier. Donc évidemment on espère que ça ne se coincera pas, mais tout est prévu pour normalement. Et il y a toute une série d'instruments, chacun avec en fait la possibilité d'observer des exoplanètes, alors soit par transit, soit par imagerie. Au sol, on peut se permettre en fait de faire des très gros télescopes. On ne peut pas envoyer un télescope de plusieurs dizaines de mètres dans l'espace. Par contre au sol, pour l'instant le plus gros télescope mesure 10 mètres, mais dans quelques années, en 2026, 2027, le plus gros télescope mesurera 38 mètres de diamètre. Quel est l'intérêt? Tout simplement de pouvoir séparer encore mieux les planètes de leur étoile, d'être capable de voir des objets qui sont encore plus près de l'étoile, et donc de rechercher à nouveau des planètes qui sont des analogues à la Terre, que pour l'instant on a du mal à distinguer parce qu'elles sont beaucoup trop proches de leur étoile. Et puis dans un futur encore un peu plus lointain, il y a un certain nombre de projets spatiaux à nouveau, comme ces télescopes. Alors on voit ici le Roman Space Telescope, lui qui est un instrument qui devrait être lancé d'ici une dizaine d'années probablement, mais on a d'autres instruments qui sont des missions spatiales comme l'instrument Louvois, enfin le télescope Louvois ou le télescope ABEX, et ces systèmes, en fait, ces missions spatiales vont avoir pour objectif de faire des spectres de planètes analogues à la Terre, c'est-à-dire essayer de voir vraiment cette fois-ci d'abord identifier ces planètes, ça sera fait avant avec d'autres missions, et puis une fois qu'on les aura identifiées, on pourra mesurer la lumière de ces planètes, mesurer leur constitution et voir si on est capable ou pas de voir des traces de vie à la surface de ces planètes. Alors évidemment, c'est pas encore fait, c'est des projets.
pour le long terme, hein, probablement après 2030, peut-être 2040, mais c'est vers ça qu'aujourd'hui on essaye de tendre et on développe des technologies pour arriver à construire ces instruments. Alors j'en arrive à la conclusion. Donc ce qu'on a vu sur ces exoplanètes, c'est qu'on a une très grande diversité. Il y a des nouvelles classes de planètes qui n'existaient pas dans le système solaire. On sait aussi on pense aussi que le système solaire n'est pas un modèle. C'est-à-dire que toutes les autres planètes qu'on a découvertes ne ressemblent pas beaucoup aux planètes du système solaire. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un cas particulier? Pour l'instant, on n'est pas capable de répondre parce qu'on n'est pas encore capable de détecter des systèmes qui ressemblent au système solaire. Enfin, pas toujours. Donc on ne peut pas répondre encore à cette question. Il y a probablement des systèmes qui ressemblent au système solaire, avec des planètes telluriques et des planètes géantes, éventuellement des planètes qui ressemblent à la Terre, mais pour l'instant on ne peut pas encore les détecter. Ce qu'on sait aussi, c'est que la formation des planètes reste assez peu contrainte, c'est-à-dire malgré toutes les observations qu'on a faites, on a encore du mal à savoir comment se forment les planètes, et donc il y a tout un champ d'études là-dessus. On sait aussi qu'on a plusieurs techniques de détection, et chacune permet de mesurer, alors soit la masse, soit le rayon, soit l'atmosphère d'une planète, donc ça c'est quelque chose qui est très riche, qui a été développé depuis les années 90, donc c'est des techniques assez récentes. Et puis aussi, comme je l'ai dit à la fin, on a plusieurs missions spatiales qui sont prévues pour aller observer ces planètes, que ce soit des missions spatiales ou des projets au sol, hein, sur des très grands télescopes, avec toute une série d'instruments qui va permettre d'étudier ces planètes de plus en plus en détail, et éventuellement, dans quelques, je ne vais pas m'engager sur un chiffre, mais peut-être dans quelques décennies, être capable de trouver de la vie sur d'autres systèmes exoplanétaires. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vais terminer juste en listant un petit peu des réseaux sociaux sur lesquels notre laboratoire, le LESIA, et l'Observatoire de Paris est présent. Donc si vous voulez suivre l'actualité en direct des découvertes ou des études qui sont faites soit par le LESIA, soit par l'Observatoire, voilà une série de sites sur lesquels vous pouvez aller. Voilà, je vous remercie de votre attention.